Bonjour ici. Salut là-bas. Et bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne sur France O et LCP. Flash Talk, ça se passe en bas de chez vous. 1 heure de débat, 1 heure pendant laquelle vous avez la parole. Que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, vous êtes toutes et tous les bienvenus. 2 fois par mois, Flash Talk vous donne rendez-vous à un horaire et un lieu précis, tout simplement pour débattre des sujets qui vous tiennent à cœur. Et pour savoir où et comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? On garde un œil sur le hashtag Flash Talk. Nous sommes à la Cité internationale universitaire de Paris. Un campus international au cœur de la capitale qui accueille chaque année 12 000 résidents issus de 140 nationalités dans les 40 maisons créées à l'initiative d'un pays, d'une école ou d'un philanthrope. Des étudiants venus du monde entier, beaucoup sont européens, et c'est avec eux que nous allons débattre de notre place dans l'Europe, ou plus précisément dans l'Union européenne. L'Union européenne, justement, rêvée par ses pères fondateurs, est-elle encore aujourd'hui l'Europe qui nous gouverne? Cette Europe, justement, pensée comme une solution, est-elle à présent devenue un problème? Et tout simplement, faut-il sortir de l'Union européenne? Flash Talk, c'est maintenant. On vous attend. C'est parti? Je l'ai fait en plusieurs langues. Bon, eh bien, le temps de déballer nos micros et nos caméras, et on vous attend très nombreux. Bienvenue encore dans Flash Talk, l'émission citoyenne qui vous donne la parole en live sur les réseaux sociaux, en live aussi en bas de chez vous. Une idée, un thème, un lieu public où nous posons nos caméras. Et aujourd'hui, nous sommes dans le sud de Paris, à la Cité internationale universitaire. Nous allons parler de l'Europe. L'Europe est née d'un rêve qui pourrait aujourd'hui se transformer en cauchemar. Rarement l'Union n'a semblé aussi fragilisée. L'évidence d'hier est maintenant remise en cause. Alors que peut-on, que doit-on faire? Transformer les choses de l'intérieur ou plus radicalement sortir de l'Union européenne? Et pour répondre à ce vaste débat, nous recevons 3 personnalités. Pierre Laurent, bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste français, président également du Parti de la gauche européenne. Vous prônez une Europe alternative dans laquelle les peuples reprendraient le pouvoir face à l'austérité imposée par ses dirigeants actuels. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a également Guillaume Clossat, bonjour. Vous présidez le think tank Europa Nova que vous avez fondé en 2003. Vous défendez le rêve européen et vous misez sur la jeunesse pour raviver la flamme. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre, Une jeunesse européenne, publié chez Grasset. Vous avez été chargé d'initier le programme Erasmus pour tous. Merci d'être avec nous. Et enfin, notre dernière invitée, Véronique Auger. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef de l'émission Avenue de l'Europe sur France 3, que nos téléspectateurs connaissent bien. Bien sûr. Vous connaissez bien les arcanes de la politique ainsi que les institutions européennes. Vous nous expliquerez ce qui coince, mais aussi peut-être aussi ce qui fonctionne. Et puis, il y a un 4e invité, Raphaël. Et pas des moindres, évidemment, le public qui est avec nous aujourd'hui. Comment va le public ? Et comme d'habitude, dans Flash Talk, ils auront la parole, ils feront l'émission. Je vais d'ailleurs m'empresser de les rejoindre. Et oui, parce que en parlant de public, nous avons aussi posé une petite question sur News République et vous avez été 7580 à répondre à cette question. Faut-il sortir de l'Europe? Pour 31% d'entre vous, c'est oui. L'Europe est un problème, pas une solution. 25% des participants ont voté non, car malgré le contexte politique et économique compliqué, nous devons rester unis. Et vous avez été 44% à nous répondre qu'on peut y rester, mais il faudra la transformer en profondeur. Faut-il rester dans l'Europe? Je pose la même question à un des membres du public, c'est Bernard. Oui, Bernard. Tu viens d'où, Bernard? De Paris. Bernard de Paris. Retrouvez-le sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on sait jamais. Bon. Faut-il sortir de l'Europe, Bernard? Non, pas du tout. Pourquoi? En un mot. Des conséquences énormes. L'euro, la construction de l'Europe, il faut la poursuivre, c'est tout. Merci Bernard. C'est la réponse au sondage qui vient du public, Valérie. Alors pour lancer ce débat, revenons sur les fondements de l'Europe. Qu'est-ce qui soude les pays du vieux continent? Comment la construction européenne a-t-elle évolué et vers quoi? Toutes les réponses en chiffres et en animation sont dans le Data Flash préparé par Juliette Jean. Être citoyen de l'Union européenne, ça vous parle? En tout cas, plus des 2/3 des Européens déclarent ressentir cette appartenance. Un chiffre qui aurait de quoi réjouir Robert Schuman. 9 mai 1950, alors ministre des Affaires étrangères, il prononce le fameux discours de l'horloge.
Ce texte fondateur de l'Europe sonne la volonté d'un futur commun au lendemain d'une Seconde Guerre mondiale traumatisante. Et comment concrétiser ce lien entre les États ? En créant une communauté économique. 6 États membres adhèrent ainsi à la CEE en 1957. Traité après traité, les pays du vieux continent renforcent leur alliance et élargissent leur cercle. Mais une année surtout marque les esprits. 1992. François Mitterrand signe, avec 11 autres États, le traité de Maastricht. L'idée ? Définir les 3 piliers de l'Union européenne. Renforcer les communautés économiques et la libre circulation, harmoniser les politiques étrangères et de sécurité, et coopérer en matière pénale et judiciaire. Mais pour faire circuler les hommes, les biens, les services, il manquait encore quelque chose, non ? Une monnaie commune. L'euro débarque dans les porte-monnaies dès janvier 2002. Il est aujourd'hui utilisé par 19 États. L'Europe est aussi un espace de politique commune, suppression des frontières avec l'espace Schengen, promotion des droits de l'homme, mais difficile de s'accorder à 28. Brexit, Grexit, la solidité de l'Union européenne est soumise à rude épreuve. D'autant que les flux importants de réfugiés inquiètent. L'immigration est aujourd'hui la principale préoccupation des Européens. Alors, notre Europe sera-t-elle à la hauteur des espérances des pères fondateurs ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, Pierre-Laurent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne, est à la hauteur des espérances, des espoirs, du rêve des pères fondateurs ? Non, je crois qu'elle n'est pas à la hauteur et je pense qu'il faut la changer en profondeur. Je fais partie des 44% qui pensent qu'il faut rester, mais il faut changer en profondeur la construction institutionnelle de l'Union européenne parce qu'elle n'est pas du tout à la hauteur du défi. En vérité, depuis le début de la construction européenne, il y a un problème, c'est qu'on a voulu à chaque fois imposer un modèle économique et un modèle économique unique, qui a été un modèle très libéral au plan économique, qui accorde aujourd'hui beaucoup de liberté aux capitaux dans l'Union européenne, mais qui a oublié la construction sociale de l'Europe et la construction démocratique de l'Europe. Et ce modèle-là, il est aujourd'hui en bout de course. Si on ne change pas l'Europe et qu'on continue de vouloir imposer ce modèle, on va malheureusement faire exploser l'Europe, ce que je ne souhaite pas, parce que ce serait le retour au choc des nations. Donc, il faut changer les règles actuelles de l'Union européenne. Guillaume Clossat, est-ce que vous faites le même constat ? Est-ce que le logiciel de base était vérolé ? D'abord, il faut se souvenir ce que voulaient les pères fondateurs de l'Europe. C'était non seulement la paix, mais pas seulement. C'était remplacer la force par la coopération. Et c'était des droits fondamentaux. Et quelque chose qu'on a oublié et qu'on oublie trop souvent, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vrai, c'est très avec juste. cette idée que l'homme doit être au cœur du système et qu'une instance supranationale doit préserver les droits humains parce que l'expérience montre que les États, souvent, et malgré tout ce qu'on dit, sont attirés par le populisme. Et je pense que il y a une étape qui a réussi. On a réussi l'unité du continent, et ça, c'était aussi un acquis considérable. Jamais les Européens n'avaient été unis. Et maintenant, il faut c'est un vrai défi. C'est un vrai défi, et on voit une Europe aujourd'hui qui se divise de partout. Et pour moi, le défi, c'est d'une part d'avoir un projet commun qui nous transporte dans l'avenir et qui est de faire de l'Europe une grande puissance démocratique qui continue à inventer les droits et les libertés de demain. Parce que s'il n'y a pas d'horizon pour les jeunes générations, et pas seulement pour tout le monde, eh ben, il n'y a aucune raison d'avancer ensemble. Et puis, il y a un défi qu'on n'a jamais réussi à résoudre, c'est que si on veut effectivement faire de l'Europe un terrain où on puisse discuter de différentes politiques, il faut aller vers une Europe fédérale. Il faut avoir une scène politique fédérale qui permette de confronter des vraies visions opposées du point de vue politique et économique. Et là, le défi, c'est comment on passe d'un État où finalement on reste à l'Europe des nations à un État où on passe à l'Europe des citoyens. Non, nous ne sommes déjà plus dans l'Europe des nations. Parce qu'on vient de voir, on a vu il y a quelques mois, un pays, la Grèce, qui a demandé des changements et on lui a imposé le contraire. La France a voté non au traité constitutionnel européen en 2005 et on lui a imposé le contraire. Donc nous sommes aujourd'hui dans une Europe qui nie la souveraineté des peuples et ça fait partie du problème de la construction démocratique de l'Europe. On va pouvoir développer bien sûr tout au long de l'émission. Madame Auger, est-ce que pour vous aussi il y a un petit souci ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans l'Europe ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Deux choses. Moi, je fais partie des 44% aussi qui pensent qu'il faut maintenir l'Union européenne et pas l'Europe, puisque c'est un continent, l'Europe. Deux choses. D'abord, je pense que les élites doivent faire leur boulot d'élite, c'est-à-dire de tirer vers le haut au lieu de tirer vers le bas. C'est ce qui se passe actuellement ? Oui.
Oui, on est à la poursuite des populistes, quel que soit d'ailleurs le parti politique en tête du pays. D'accord. Et la deuxième chose, c'est que on oublie nos égoïsmes nationaux, et c'est valable pour tout. On nous dit que il faut que chacun conserve son modèle social ou son modèle fiscal ou son modèle économique. À partir du moment où on est tous dans le même bain, il faut qu'il y ait un mélange des modèles, et il faut en créer un autre qui sera un modèle européen. Et ça oblige à changer son état d'esprit, à changer sa philosophie. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que les élites... C'est le défi d'aujourd'hui. Oui, je pense. Très bien. Et le débat commence déjà sur les réseaux sociaux. #FlashTalk, vous êtes déjà beaucoup à participer. Il y a par exemple Adrien qui dit « L'ambition de l'Europe de l'après-guerre n'est plus celle qu'elle doit avoir aujourd'hui. On voulait la paix, désormais elle doit se réinventer face aux nouveaux défis géopolitiques et face à une économie mondialisée. » Vous mettez ça sous le coude, on en parlera dans un instant. Je suis avec... Monsieur Dababi. Comment ça va ? Ça va. Alors c'est drôle parce que lui il habite vraiment ici, Je rappelle qu'on est à la Cité internationale universitaire. Et puis il a vu les caméras, il a vu Valérie, il est venu poser une question. Tout à fait. J'habite à la maison Fondation des Arts et Métiers. Et du coup, comme j'ai vu le débat sur l'Union européenne, j'aimerais bien proposer quelques questions aux intervenants. C'est vrai qu'il existe une Union européenne dans le côté législatif, mais si on entre dans les détails, il n'y a pas une coopération entre les différents pays. Et une coopération, c'est économique, seulement pour quelques pays. Je veux savoir si cette vision est une idée ou bien une idée à développer pour les différents pays dans l'Union européenne. Une question très précise. Une idée où ça peut se concrétiser, Madame Auger. Oui, c'est ce que d'une certaine façon, je vous répondais avant que vous posiez la question à travers... Vous avez fait de la transmission de pensée. Oui, parce que vous appelez ça coopération, et moi je dis il faut qu'on arrête nos égoïsmes nationaux. C'est-à-dire qu'il faut coopérer, et on le voit effectivement sur l'immigration. Si chacun continue dans le sens qu'on voit aujourd'hui, c'est la fin de l'Europe, c'est sûr. Si on n'aide pas l'Afrique aujourd'hui d'une façon ou d'une autre, peut-être pas en faisant la guerre, à mon avis, eh bien, l'immigration continuera de façon anarchique. Et finalement, c'est nous. En fait, dans la globalisation du monde, on est tous dans le même bateau. Et si on ne coopère pas, je pense que, une fois de plus, on va vers une explosion individuelle. Alors, justement, ce qui est pire encore. En parlant d'immigration. Et pour un modèle économique qui soit non seulement européen, mais un modèle économique international. Commençons déjà par l'européen. Oui, mais un modèle qui influe sur les autres pays. Un modèle économique, si je parle d'un modèle économique unique en Union européenne, qui va être un exemplaire pour d'autres pays et qui pourra être envisagé vers le futur, qu'il soit adapté. Un modèle économique, je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord sur le modèle économique. Non, mais je pense que pour le moment, ce qui domine en Europe, ça n'est pas la coopération. Aujourd'hui, c'est une zone où, au contraire, la règle qui est au cœur du modèle actuel, c'est la mise en concurrence des gens. C'est-à-dire, on laisse libre cours au capital pour organiser le dumping social et la mise en concurrence. Et on tire tous les droits vers le bas. Ce modèle-là, il est mauvais pour l'Europe, il est mauvais pour le monde. Donc moi, je pense que l'Europe devrait aider à changer les règles du monde aussi. Donc il faut changer la logique, le logiciel économique de l'Europe actuelle. Je pense que l'Union européenne actuelle est sûrement pas parfaite, mais ça reste quand même la zone du monde interétatique où les inégalités sont les plus restreintes dans le monde, où les inégalités sociales sont les plus réduites, où la solidarité fonctionne le mieux. Donc il ne faut pas non plus penser qu'il existe beaucoup mieux ailleurs. Qu'on puisse faire beaucoup mieux, j'en suis convaincu. Qu'on puisse organiser... Pardon. La base est bonne. Mais je ne sais pas si la base est bonne. Ce que je sais, c'est que si on regarde le résultat sur les 50-60 dernières années, ça a permis de réduire de manière très importante les inégalités. Cette dernière décennie, elles ont à nouveau recru. Mais de manière générale, l'Europe est la zone de droit, notamment de droits sociaux, la plus avancée dans le monde. Il faut en être conscient et il faut inventer pour moi les droits sociaux et les libertés de demain, mais avec un logiciel économique qui marche. Et pour ça, il faut arriver à refaire de la croissance. Et c'est très difficile quand on a une démographie qui est vieillissante, parce que la croissance, elle a besoin de s'appuyer sur deux jambes. Une jambe, c'est l'innovation, et une deuxième jambe, c'est une démographie positive. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une population active
relativement jeune. Oui. À propos de la démographie, Guillaume, l'Europe devrait justement saisir la question de l'immigration comme une chance. Alors, je suis tout à fait d'accord plutôt avec, que de la gérer sur le mode du repli actuel. Parce que il y a effectivement, et d'ailleurs l'Europe s'est toujours construite comme ça. Bien avant l'existence de l'Union européenne, l'Europe a été une zone qui a su faire de l'immigration à plusieurs reprises une chance. Alors, et aujourd'hui, nous vivons dans une Europe du repli qui veut se fermer au monde. C'est une aberration. Alors, je me permets de vous couper parce qu'on va évidemment poursuivre ce débat, notamment sur l'immigration. On pointe souvent du doigt l'Europe sans véritablement comprendre son impact social et économique. Et puis, l'indifférence générale a été bousculée par une photo multi-diffusée sur les réseaux sociaux, celle du petit Aylan, symbole d'une Europe qui va mal. Retour en images et 140 signes dans le Story Flash préparé avec la plateforme de veille VisiBrain. Regardez. 2 septembre 2015, une image glaçante crée une onde de choc sur les réseaux sociaux. C'est une photo de l'agence Reuters repérée par @guesguin55 qui tweet « Avant, c'était les poissons qui s'échouaient sur le rivage. Désormais, ce sont les enfants et leurs familles. » De nombreux hashtags font leur apparition. Hashtag « Je suis Aylan », hashtag « No Humanity », hashtag « No Borders », hashtag « Refugees are welcome ». Les internautes haranguent la communauté internationale. Et maintenant, occupez-vous de la Syrie, please. Hashtag Syrie, hashtag « Je suis Aylan ». L'Union européenne semble hésiter sur la ligne à tenir. Charlie Hebdo, cynique, sort ce dessin très contesté. @Parkamat appuie où le bas blesse. En ignorant la question des réfugiés, l'Europe a laissé cette douloureuse gestion aux mafias en tout genre. La mobilisation s'organise et les réseaux sociaux aident beaucoup, à l'image de ce groupe Facebook Réfugiés syriens en France. Ou encore ce jeune Syrien qui posta sa position géographique sur Facebook via son téléphone mobile et permit de sauver 50 personnes à la dérive grâce à la solidarité de ses amis virtuels. Mais si l'entraide est réelle, des tensions voient désormais le jour. Le 22 février, en Saxe, ce sont des citoyens qui bloquent un bus de migrants et refusent leur arrivée en scandant « Nous sommes le peuple ». L'Europe est sous tension. Pierre-Laurent, comment on explique qu'aujourd'hui, les dirigeants européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'accueil des réfugiés ? Comment vous l'expliquez ? D'abord, parce que je pense qu'on a entretenu une vision de qui étaient les réfugiés qui est pour moi scandaleuse. Ces gens fuient la guerre et la responsabilité, en vertu humaine et en vertu des conventions internationales, devrait conduire l'Europe à accueillir ces réfugiés et à les insérer en Europe. Au contraire de ça, on est en train de fermer les frontières. Et la France, quand le président de la République a déclaré qu'accueillir 30 000 réfugiés, nous sommes un pays de 66 millions d'habitants qui s'est construit avec les migrations, c'est une chose qui serait déjà formidable. Moi, je dis que c'est indigne de notre pays. Eh bien, effectivement, l'Europe n'est pas du tout à la hauteur. Et en fermant les frontières, nous multiplions les drames. Parce que Calais n'existe que parce que la frontière est fermée. La Grèce connaît des situations dramatiques parce que les pays au nord de la Grèce sont en train de fermer leurs frontières. Absolument. Donc, au lieu d'accueillir et de s'organiser pour ça, y compris avec l'aide du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, eh bien, nous sommes en train de créer des situations humaines qui sont insupportables. Et ça fait réagir notre public. Il y a Eros, justement, qui est juste à côté de moi, qui est venu à l'invitation du hashtag FlashTalk, qui, pour le coup, est un témoin de l'actualité, puisqu'il est photo-reporter, et revient d'ailleurs de ce qu'on appelle la jungle de Calais. Oui, je reviens de la jungle de Calais, où j'ai vu l'Europe telle que je ne l'aime pas. Et on ne peut pas aujourd'hui se contenter de pays qui s'asseyent sur un conservatisme national, comme M. Valls, comme M. Cameron, qui en ça répondent chacun aux populistes et aux racistes de leur pays, et qui font croire qu'en disant simplement plus haut sera le mur, moins grand sera le problème. Et c'est faux. Et lorsque moi, avec d'autres photographes, nous partons et nous témoignons de la tristesse et de l'humanité des gens, nous voulons leur dire, mais ces gens, c'était vos grands-parents d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans, après la Seconde Guerre mondiale. Ces gens, ce sont les vagues de Portugais qui sont venus en France, ce sont les gens qui viennent de Pologne, qui viennent d'Afrique, du Maghreb. Ils ne sont en rien différents de nous. Or aujourd'hui, lorsque la France démentait la jungle de Calais à coups de bulldozer, là, on n'est ni dans l'humanité, ni dans l'égalité, ni dans la solidarité. Et ça, c'est pas l'Europe que nous voulons. On veut mieux d'Europe, plus d'Europe. On veut que les citoyens se fassent entendre et qu'on change radicalement cette Europe-là. Merci. Merci beaucoup, Eros. Guillaume Clossat, ça vous fait réagir ? Je partage complètement votre avis. Le sujet, vous l'avez bien dit, c'est que c'est les États
qui sont responsables aujourd'hui. Il n'y a pas de politique générale européenne et ni de compétences générales en matière de migration. Mais comment on l'explique, ça ? Mais parce que les États ont confié à l'Union européenne des compétences qui sont en fait très limitées sur beaucoup de sujets. On n'a pas fait l'Europe de la politique étrangère, on n'a pas fait l'Europe de la défense, on n'a pas fait l'Europe des migrations. Et donc on est au milieu du chemin, on a des défis qui sont de plus en plus des défis collectifs. Et moi je suis de ceux qui pensent qu'on est juste au début du défi migratoire. Parce qu'on sait où on oublie qu'il y a 4 millions de réfugiés potentiels en Libye, il y en a en Érythrée, il y a toute une partie d'États du Sahel qui sont en situation d'implosion. Ouais. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait une vision commune. Moi, j'avais fait une proposition. Est-ce que vous êtes entendu aujourd'hui ? Qui vous écoute ? Mais aujourd'hui, on n'a pas les dirigeants à la hauteur du défi. Ils n'ont même pas la volonté de comprendre ensemble le défi migratoire. La première chose à faire avant de répondre à un problème, c'est d'avoir une compréhension commune de ce défi. C'est quoi le défi migratoire aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans ? On sait qu'il est massif et personne ne veut le regarder en face. Oui. Vous savez, il y a eu plein de... Si je peux me permettre, moi je suis profondément européen. Dans ma poche là, j'ai 2 €. Avec ça, je peux aller partout en Europe. Et c'est pas normal que moi, en tant que Français, je puisse aller partout en Europe, que les capitaux puissent aller partout en Europe, et que les gens n'aillent pas partout en Europe. Le problème de cette Europe-là, c'est qu'aujourd'hui, elle est ouverte de manière radicale aux capitaux. Et moi, je ne me bats pas pour l'Europe de l'euro, je me bats pour l'Europe du cœur. Et ça, on a un problème. Il faut qu'on repense cette Europe-là. Et ça, c'est essentiel. Vous êtes, vous, les dirigeants ou les penseurs. Nous, le peuple, on vous demande de faire en sorte que ça change. Et si ce n'est pas les penseurs et les dirigeants qui le feront, ben, ce sera le peuple lui-même qui le fera. Et ça, c'est une détermination profonde qu'on a. Juste répondre. Ouais. Sauf qu'on fait... Je veux bien que tu ailles partout avec ta pièce de 2 €. Par contre, tu n'achètes plus rien, mon frère. Hein. Ouais. On n'a plus rien avec 2 €. Hein. Non, mais juste, s'il y avait... On vous écoute, Guillaume. S'il y avait une majorité d'Européens qui pensaient comme vous, monsieur, ben on pourrait faire l'Europe fédérale, on pourrait faire l'Europe du cœur. Le sujet aujourd'hui, c'est de convaincre une majorité d'Européens d'aller dans le même sens. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont repliés sur eux-mêmes. Et on voit que les dirigeants, au lieu de prévenir les peurs, vont dans le sens des peurs. Et le sujet, il est là. Véronique Auger. Et puis qui anticipe, c'est ça que je reproche finalement aux gens qui nous dirigent, c'est un manque d'anticipation. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, dire qu'on pouvait quand même se douter qu'en faisant la guerre en Afghanistan, des Afghans allaient arriver, qu'en faisant la guerre en Libye ou en Syrie, des Syriens et des... Bon, donc on aurait pu anticiper. Les choses vont de plus en plus vite. Et on s'aperçoit que l'Europe est tellement devenue énorme qu'elle, à l'inverse, elle va de plus en plus lentement. C'est-à-dire que pour prendre une décision, maintenant, il faut passer devant le Parlement européen. Il y a de plus en plus de parlementaires européens. Ça prend un temps fou. On n'aurait pas dû accueillir autant de... Enfin, en tout cas, englober autant de pays. Je trouve qu'on est allé trop vite sur beaucoup de choses, et notamment lorsqu'on s'est élargi aux pays de l'Est. On aurait d'abord dû approfondir l'Europe à 15 avant de s'élargir si vite. Ce qu'on fait, par exemple, vis-à-vis de la Turquie, c'est-à-dire que finalement, on attend, on les fait marner. Hein, on les fait patienter un peu. On les fait patienter en disant vous êtes jamais bien, vous êtes jamais bien, vous êtes jamais bien. Et c'est ça que je reproche, c'est-à-dire que d'un côté on a une entité, une institution qui va de plus en plus lentement face à une actualité que vous voyez bien qui s'accélère constamment. Et c'est le grand écart. Pierre-Laurent, vous voulez peut-être répondre ? Oui, la règle des 3%. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la règle des 3% ? Alors expliquez-la nous. Quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, à un moment les déficits se développait un peu trop, et donc il a demandé au service de Bercy de trouver une solution, une règle simple à comprendre, qui fasse qu'on limite les déficits budgétaires en France. C'était au début des années 80. Et un fonctionnaire de Bercy lui a dit, écoutez, la règle des 3%, les Français se sont dit, c'est bien pour l'Europe aussi. Et donc on est à l'origine de cette règle des 3% qui n'a pas de raison économique fondamentale. C'est juste une invention française qui a été appliquée, et je trouve aujourd'hui de manière bête, à une réalité qui ne correspond plus du tout à la nouvelle donne mondiale. Il faut bien sûr plus de flexibilité. Enfin, qui ne correspond plus du tout, mais à laquelle s'accrochent toute la Commission européenne et tous les autres, et les dirigeants européens, et qui ne veulent absolument pas qu'on déroge, alors qu'on est en train d'asphyxier tout le développement social en Europe. Et pourtant, on continue de s'accrocher à cette règle. Mais pourquoi ? Parce que il faut nommer quand même un peu plus les responsabilités. Et moi, je pense que dans la question à la fois des migrations, mais aussi la question sociale, il y a un lien. C'est qu'en vérité, l'Europe n'est construite à partir d'un seul objectif, et de plus en plus. Et c'est ça qui ne va pas. C'est en fait protéger
une certaine conception du développement financier, de la croissance financière. C'est ça qu'on protège et qu'on continue de protéger. Et d'ailleurs, quand la Grèce essaye de sortir de ça, on la matraque, mais quand Orban, le dirigeant hongrois, érige des murs, tient des propos qui sont ultra racistes, où sont les sanctions de l'Union européenne? Elles n'existent pas. Et la mobilisation de tous les dirigeants européens et de la Commission européenne qu'on voit contre la Grèce, alors là, quand on a les dirigeants polonais actuels ou les dirigeants hongrois qui érigent des murs, qui tiennent des propos horribles, indignes des valeurs de l'Europe, il n'y a plus personne. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que la boussole de la construction européenne actuelle, c'est de protéger des rendements financiers. On a injecté 14 000 milliards d'euros dans la machine européenne, mais en fait on le fait pour sauver le système bancaire et le système financier, mais on ne développe pas le social. Aujourd'hui, les inégalités, comme partout dans le monde en Europe, elles explosent. Elles explosent dans tous les pays et c'est bien le problème. Vous voulez dire un tout petit mot ? Oui, moi je ne suis pas un homme ou une femme politique, contrairement à mes voisins. Absolument. Je suis une citoyenne européenne, et ce qui m'intéresse, c'est plus tellement 3%. Moi aussi, je suis un citoyen. Aussi, mais moi j'ai pas un avis politique à donner sur la question. J'ai plus un avis d'utilisateur. Ouais. Et d'observatrice socialisée. C'est comment faire en sorte que la zone euro dans laquelle nous sommes, et que, à mon avis, il ne faut pas voir éclater, peut continuer à exister sans qu'il y ait du dumping social ou du dumping fiscal, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise jouent entre les différents taux de cotisation sociale. Absolument. Et alors on fait comment ? Et d'impôts. J'ai une solution. C'est assez étonnant parce que je trouve qu'on ne l'entend jamais. Ouais. Longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu le serpent monétaire européen. C'est-à-dire que les monnaies devaient fluctuer entre elles, mais pas au-delà d'un montant maximum et d'un montant minimum. Comme on n'arrivera jamais à mettre d'accord tous les pays qui sont dans la zone euro sur un taux d'imposition le même pour tout le monde, moi je vous dis qu'il faudrait que les impôts fluctuent entre un plus et un moins, qui soit maîtrisable. Et pareil pour les cotisations sociales, c'est-à-dire que un employeur sait que finalement ça revient à peu près au même d'utiliser des salariés de Pologne ou des salariés de... Ça, on n'en entend jamais parler. C'est vrai. Et c'est vrai que l'austérité qu'on a imposée à certains peuples, on voit bien, ça ne marche pas. Hein. Mais je trouve qu'il faudrait construire, faire des propositions nouvelles. Et là, on voit qu'il y a une sorte de frilosité. En espérant qu'ils regardent cette émission pour vous entendre. Alors, sortir de l'euro, oui, on vient d'en parler, mais sortir de l'Europe. Est-ce que ça va être aussi facile que ça pour la France ? En tout cas, notre humoriste Dikosh, on a fait l'expérience. Est-ce qu'on quitte l'Europe comme on quitte ses potes ou sa meuf ou sa famille ? C'est l'œil de Dikosh. Mais c'est exactement ça, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que nous, les Français, on est mal vus en Espagne, non? Pero que non, que dices? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, la dernière fois je suis allé à Barcelone, je te promets là-bas, les Français ont une sale réputation. Hombre, tío, c'est pas vrai. Parce qu'en Espagne, on dit mi casa es su casa. Et Daniel a raison. Chez moi, c'est pareil au Portugal. On a l'impression qu'on n'aime pas les touristes. Mais c'est faux. Bah, de toute façon, il n'y a pas meilleur pays que mon pays. Le meilleur pays, c'est le Pologne. Tout sauvache. La Pologne, le meilleur pays? Moins 1000 degrés en été. Tu bois le bois. Bon, ça y est, j'en ai marre de vous tous. Moi, je vais partir. Pero à dónde vas? Bah, je rentre en Angleterre parce que j'en ai marre de cette communauté, l'Europe. Ouais, l'Europe, c'est très cool. Par contre, vous savez même pas boire du vrai thé. Il faut du lait. Il est où le lait? Je vois pas le lait. Il faut le nuage de lait. Et en plus, vous avez enlevé la poster de la reine. C'est mon poster et vous avez enlevé ça. Vous avez mis ça dans les chiottes. The Queen. The Queen! Vous avez bouffé tous mes Quality Street. Vous dites, ouais, la bouffe anglaise, c'est de la merde, c'est de la merde. Well, guess what? These are amazing. Et vous avez tous bouffé ça. Perso, ils ont jamais voulu s'intégrer, les Anglais. Tu sais bien que c'est mieux ensemble, non? Mieux ensemble. Better together. You think it's better together. You know what? Fuck you. Take your euros. J'en ai pas besoin. Et moi, je m'en vais, ok? John, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Oh yeah. La cerveza, la playa, la sangria. Vamos. Yeah. See you later. Piss off. Pizza? Europe. Who needs Europe? Fuck Europe. Fucking shit. Where's the rest of the water? I need more water! Je suis avec Cobb qui est ici dans le public de Flash Talk. Est-ce que ça t'est déjà arrivé avec tes potes de dire ça? Fuck Europe, c'est pas possible.
Eh bah oui, ça m'arrive très souvent en fait, malheureusement, parce que et justement le débat est très intéressant et la petite vidéo était très drôle aussi. Et en réalité, moi en tant que jeune, et je pense que beaucoup de jeunes le voient, l'Europe aujourd'hui c'est réellement un problème et tous les traités sur lesquels elle est construite, l'acte unique, Maastricht, etc., ne nous apportent rien aux gens, à moi, à mes amis, aux gens que je croise dans la rue et tout le temps cette déception. Donc fuck Europe. Moi je comprends que les Britanniques aujourd'hui ils aient envie de le dire et qu'on soit beaucoup de plus en plus à vouloir dire fuck Europe, en voyant l'incohérence des hommes politiques quand ils essayent de la remettre en cause et qui vont jamais jusqu'au bout, quoi. Alors pour ceux qui comprennent pas fuck, ça veut dire c'est pas bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre à Com? Je comprends pas quand vous dites l'Europe ne m'apporte rien. Ah, peut-être une question d'âge. Je crois qu'on est jumeaux. Nous, on a l'âge du traité de Rome. Donc effectivement, on a vu comment c'était avant, hein, et on voit comment c'est aujourd'hui. Moi, comment c'était avant? Quand je voulais voyager, j'avais pas la possibilité d'aller à Barcelone, à Prague, ça, etc. Dans des fêtes. C'est un problème. C'est pas le problème de 90% des gens. Si vous pouvez les gens ils voient le y aller, dumping, ils voient les problèmes de le manque de l'État qui ne peut pas faire de politique sociale à cause de l'euro, etc., etc. Ça, on en a parlé juste avant. Mais quand je réponds à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je vois pas du tout ce que l'Europe m'apporte. Bah oui, parce que vous savez pas comment c'était avant. Hein, moi je pense que en tant que jeune, moi j'aimerais, en tant que jeune aujourd'hui, je le vois beaucoup autour de moi. Je vois ce que l'Europe leur apporte, sur notamment le prix des transports. C'est incroyable. Maintenant, on peut aller partout en Europe pour quasiment rien. Bah ça, c'est l'Europe. Je suis désolée. On peut, bah oui. Avant, quand on allait dans un paquet de pays d'Europe, c'était très très chiant parce qu'il fallait d'abord aller à la banque, changer ses francs contre des pesetes, etc., etc. Moi, je vois qu'aujourd'hui, tous les jeunes peuvent aller partout en Europe sans aucun problème. Vous avez la carte de sécurité sociale européenne. Si vous tombez malade, vous avez un accident. Tous les jours, et quand l'État, il peut pas faire une politique sociale, il peut pas m'assurer que j'ai un emploi, etc. Il peut pas dépenser. Mais ça, c'est pas de l'argent forcément pour les l'Europe. gens. Mais si, parce qu'il doit se fier aux demandes de la Commission européenne, qui n'a aucune légitimité. Ça, c'est quelque chose qu'on a organisé ensemble. Et normalement, les pays ne doivent pas dépenser plus que ce qu'ils ont. Vous voulez répondre à Com? C'est une vision fausse des questions économiques. Pardon, Com. Quels sont les pays dans le monde qui ont les politiques sociales les plus avancées? C'est des pays qui sont dans l'Union européenne. Qu'on détricote chaque jour à cause de la Commission européenne. C'est le Danemark, c'est la Finlande. L'Allemagne aussi a une politique sociale. Ces pays-là ont des politiques sociales les plus avancées du monde. Mais même nous. Et même nous. Et vous me direz, parce que les pays n'ont pas le droit d'avoir leur politique sociale. C'est pas vrai. Moi, je peux vous dire un truc, hein. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est morte dans les guerres. Moi, quand je regarde tout le pourtour méditerranéen, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui ont peur de se réveiller le matin. Regardez l'Ukraine, regardez la Turquie, c'est pas le grand pays des libertés. Regardez tous les pays qui sont à la frontière de l'Europe. Alors, il y a quelques exceptions de pays qui aspirent ou qui sont dans l'orbite européenne, la Norvège, la Suisse, etc. Oui. Mais ce sont des exceptions. Oui. Mais tout le reste, les jeunes, le matin, ils ont peur en se réveillant, ils n'ont pas plus d'avenir. Mais l'Union européenne n'est pour rien dans notre l'Union européenne, dans notre État social. L'État social au Danemark. Vous m'expliquez qu'on ne peut pas avoir de politique sociale en France, alors que les Danois ont la politique sociale la plus avancée du monde. La Commission européenne nous demande chaque jour de détruire notre politique sociale. C'est que nous n'avons pas eu la bonne vision de notre politique sociale. L'euro nous empêche d'avoir des politiques sociales et économiques qui aillent dans l'intérêt des gens, et ça va toujours dans l'intérêt des financiers et des capitaux. C'est important de le dire aux gens et de ne pas se limiter au prix des billets de train. Non, mais moi, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui et au point où elle en est, si elle continue comme ça, elle ne résoudra pas les problèmes du chômage, les problèmes de la précarité. Au contraire, elle va les aggraver avec les règles actuelles. Et elle est en train, les règles actuelles qui sont celles des traités sur lesquels s'est construit l'Union européenne. Mais moi, si je regarde les problèmes d'avenir... Oui, mais bien sûr. Mais moi, j'étais contre, par exemple... Au moment où il y a eu le traité de Maastricht, j'étais contre la manière dont on a construit la monnaie unique. Et j'aurais voulu la construire autrement avec d'autres règles. Mais si je regarde les problèmes de l'avenir, par exemple le problème du climat, je pense que c'est un problème qu'il faut régler à l'échelle de la France, de l'Europe et du monde. Oui, donc il faut créer des règles. Il faut créer des règles qui nous dépassent. Et on y a intérêt. Quand ces règles sont créées par la Commission européenne, influencée par les lobbies sans souveraineté des peuples... Mais pourquoi est-ce que vous, puisque vous êtes jeune, pourquoi est-ce que vous limitez, vous vous dites c'est comme ça, alors je ne le changerai pas?
Mais bien sûr, mais il faut changer, il faut balayer tout ça. Donc, il faut la construire autrement. Il faut que les Européens reprennent le pouvoir en Europe. Et c'est possible. Pourquoi la sécurité sociale, elle est née parce qu'un jour, à la Libération, des gens en France ont construit la sécurité sociale. Tout à fait. Eh bien, en Europe, nous sommes capables. Qu'est-ce qui se passe de construire, en ce mais moment? pour reconstruire, il faut Regardez zéro, autour on va de pas vous. construire sur les fondations actuelles. Mais on est d'accord. Moi, je pense qu'il faut la refonder, l'Europe. Il y a des forces qui poussent pour dire, en Europe, partout, il faut la construire autrement, pour la changer très profondément. Et qu'est-ce qui se passe en Angleterre alors? Parce que vous avez parlé de pas mal de pays, mais l'Angleterre en ce moment. Ce qui se passe en Angleterre, c'est ce qui se passe partout en Europe. C'est qu'à force de dire à ceux qui essayent de la construire autrement, taisez-vous, vous n'aurez jamais le pouvoir, eh bien qu'est-ce qu'on fait monter? On fait monter le rejet de l'Europe. Ça se passe aussi en France avec le Front National. Est-ce que vous l'expliquez de la même manière, ce Brexit? Pour l'Angleterre, moi ce que j'explique, c'est que les Anglais n'ont jamais vraiment voulu être au sein de l'Union européenne, il faut le dire. Ils sont rentrés dans l'Union européenne parce qu'ils en avaient besoin à un moment, mais ils n'ont jamais été convaincus. Et moi je pense que le contrat... Oui, c'est ça, c'est quand ils ont toujours eu cette espèce de position entre deux. Toujours une position entre deux, et ils ne se sont jamais considérés comme des Européens continentaux. Ils ont toujours considéré qu'il y avait une spécificité insulaire. Insulaire. Vous savez, qu'est-ce qui se passe concrètement s'ils quittent l'Union européenne? L'Union européenne, ça doit être un projet politique et un projet de valeurs. Si vous n'adhérez pas à ces valeurs et à cette vision politique, eh ben, il y a un problème. Bon, mais concrètement, ça a quand même des conséquences, même s'ils ne sont pas des Européens comme les autres. C'est ça. C'est que l'Europe sera dans une dynamique de régression. On est à un moment où on a besoin de l'unité européenne, on a besoin d'une défense européenne. Les Britanniques sont, avec les Français, les seuls qui contribuent véritablement à une défense commune et qui ont une ambition de politique étrangère commune. Vous croyez que c'est vraiment la priorité des Européens de construire un système de défense européen? Non, mais je pense qu'on est dans une période d'insécurité. Ça peut le devenir. On est dans une période d'insécurité. Oui, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Peut-être, mais on est dans une période d'insécurité considérable. On est dans une période où il faut qu'on fasse masse commune. On est dans une période où il faut qu'on assure la sécurité de nos frontières et qu'on voit comment stabiliser les régions autour. Et pour ça, on a besoin de puissance, on a besoin d'unité. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez nous dire que si jamais ils s'en vont, ils vont déclencher, ça va déclencher un mouvement de fuite chez d'autres? Ça va donner l'envie à d'autres d'utiliser la sortie. Ça veut dire que d'autres pays attendent bien sûr, les Polonais ont déjà expliqué que... un référendum en Pologne sur tel ou tel sujet devenait envisageable. Donc chacun va utiliser. Non, ils n'ont pas du tout expliqué ça. Chacun va utiliser. Chacun va utiliser l'arme du référendum pour négocier des choses qui concernent l'opinion publique nationale. Guillaume, je pense que ça, c'est ce que disent beaucoup de gens, justement, pour exercer une pression sur les Britanniques en essayant de dire si vous le faites, tous les autres vont le faire derrière. Les Polonais les Polonais ont besoin beaucoup de l'argent de l'Europe et ils ont aussi besoin du reste de l'Europe. Donc moi, je sais que je leur ai posé la question. Ils m'ont dit non, pas du tout. On ne va pas faire la même chose. Moi, je partage pas je dirais presque le mépris qu'on a vis-à-vis des Britanniques. Je trouve ça tout à fait légitime. Et c'est un peu ce que vous disiez, dire que vous trouvez que nous, les Français, on traite ça avec mépris? Il y en a qui disent on a peur parce qu'ils vont s'en aller, tout en se disant chouette, ils s'en vont parce que en fait les Britanniques n'arrêtent pas de nous casser les pieds en permanence et finalement de vouloir être en dehors des règlements. Donc ils s'en aillent, quoi. L'argent du beurre et le reste. Moi, je crois que j'ai lu vraiment, je lis bien tout ce que dit Cameron sur les raisons pour lesquelles il fait ce référendum, etc. Je trouve que c'est assez légitime qu'on demande à un peuple de s'exprimer sur son appartenance à un groupe de temps en temps. Et je crois que ça fait depuis 1978 qu'on leur a pas posé la question. Je trouve ça un peu normal qu'on leur pose. Alors après, il va y avoir des conséquences, mais une fois de plus, c'est à ceux qui sont appelés à nous diriger de savoir anticiper s'ils partent pas, s'ils restent. Au lieu de quoi, on a vu dans le dernier Conseil européen, ils se sont aplatis, tous nos dirigeants européens, dire non, surtout ne partez pas, on vous donne tout. Et je trouve que c'est pas correct. Le débat est aussi très agité sur la twittosphère. Le hashtag FlashTalk, évidemment, utilisez-le, le hashtag FlashTalk. Venez débattre de ces questions. Faut-il sortir de l'Europe? Il y a quelqu'un qui vous interpelle, Pierre Laurent directement, il s'appelle C. Delannery. Alors si c'est un communiste, vous l'avez vraiment fâché. Il dit Pierre Laurent pointe les défauts de l'Union européenne. Pourquoi reste-t-il incohérent? Il doit voir le problème, les traités qui sont à déchirer. Il va falloir vous réconcilier avec ce monsieur, en tout cas. En tout cas,
qu'on y reste dans l'Europe, on va y arriver. ou alors qu'on en sorte, on ne peut pas nier qu'il existe un véritable esprit européen. On le voit avec le succès d'Erasmus, on le voit aussi avec la multitude de couples binationaux. Et puis on ne peut pas le nier, il y a une culture européenne. Justement, notre amie Valérie, journaliste d'investigation, s'est rendue à l'atelier théâtre du club Erasmus de la Maison de l'Europe. C'est le 3 minutes. La Maison de l'Europe est un endroit unique en plein cœur de la capitale. C'est un véritable espace européen qui propose aux Parisiens et aux Franciliens de vivre l'Europe au quotidien. Rencontres, échanges, débats, mais aussi ateliers théâtre pour les jeunes étudiants Erasmus Mundus qui viennent du monde entier pour étudier en Europe. Hello. Buenas tardes. Sabah al-khair. Hola. Tous les jeudis soirs, le club Erasmus de la Maison de l'Europe reçoit gratuitement des étudiants étrangers pour partager et mélanger leur culture grâce à un atelier d'improvisation. C'est très intéressant et très important pour connaître l'autre culture. Moi, c'est pour pratiquer le théâtre et pour parler un petit peu français aussi, parce que pour moi c'est important. Je suis venu découvrir le théâtre, rencontrer des personnes d'autres nationalités, échanger avec eux. Comme portugaise, je crois que l'Europe signifie une opportunité pour toutes les personnes. Une opportunité que Marine et Clément ont voulu solidifier avec leur atelier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu depuis quand existe cet atelier et pourquoi vous l'avez pensé ? Alors, on est ici dans le club Erasmus de la Maison de l'Europe. C'est un des premiers clubs qui a été monté à Paris pour accueillir les étudiants Erasmus, accueillir les étudiants internationaux qui venaient à Paris. Et cette année, on a organisé pour la Journée européenne des langues un match d'impro entre la Belgique, le Luxembourg et la France, ici dans la Maison de l'Europe, pour justement jouer sur l'aspect des langues et jouer sur l'aspect européen. Et on a rencontré Clément à cette occasion et on s'est dit que c'était une bonne idée de monter un cours d'improvisation pour les étudiants Erasmus, pour la pratique du français, et qui permet une meilleure pratique du français et puis faire un atelier un peu fun, différent. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre des Français qui vont à un cours d'impro et ces étudiants-là qui viennent un peu du monde entier? Est-ce que ça donne des scènes un peu cocasses? Ça donne des expressions parfois particulières? Pour eux, donc, ils n'ont pas tous le même niveau de maîtrise de la langue française. Donc, du coup, c'est intéressant de voir justement leur niveau de compréhension. Parce qu'en impro, ce qui est très important, c'est justement l'écoute, de comprendre ce que nous dit l'autre pour pouvoir rebondir dessus. Et du coup, là, c'est intéressant de voir comment ils arrivent à se comprendre, même s'ils n'ont pas forcément le même niveau de langue. Et ils y arrivent quand même. Et c'est vrai qu'on a des histoires parfois originales, parce que chacun vient avec sa culture, ses histoires, ses idées d'improvisation. Et sa sensibilité. Du coup, on en rit beaucoup. Des étudiants européens et fiers de l'être. Des visages qui se croisent, se mélangent. Cet espace aux multiples facettes, riche du brassage des cultures, c'est un petit bout d'Europe qui s'improvise là, au club Erasmus. Ah, ce club Erasmus, j'ai pas vu le sujet jusqu'au bout. Et Valérie, est-ce que tu fais aussi les exercices de déambulation, tout ça? Non, j'ai bien regardé. Pourtant, t'as fait atelier théâtre au collège. Alors, dis donc. Non, du tout. Regardez, j'ai deux personnes qui sont dans le public. Il y a Anaïd et Viviane. Elles habitent ici, à la Cité universitaire internationale. Vous connaissiez pas? Eh ben voilà, ça sert aussi à ça, Flash, qu'on fait des rencontres. Exactement. Le sujet sur Erasmus, toi, ça te fait réagir parce que toi-même, Anaïd, tu as fait un échange Erasmus. Oui, exactement. Je suis partie 1 an en 2013 à Galatasaray, l'université francophone à Istanbul. Voilà, c'est en Turquie. Bien sûr. Et pourquoi je suis partie là-bas? Parce que mes grands-parents venaient de là-bas, je suis d'origine arménienne. Et donc c'était aussi pour cet attrait-là de venir là-bas et découvrir Istanbul. Bon, et finalement, t'en gardes une bonne expérience? Oui, c'était une expérience vraiment riche, en découverte, en rencontre. Et voilà. Il y a Viviane qui est juste à côté de toi. Viviane, comment ça va? Bien. Guten Tag, Viviane. Allô. Ouais, c'est plus classe que de dire allô. Oui, donc, bien sûr. Viviane est allemande. Toi aussi, tu as fait un échange scolaire? Oui,
Je suis une étudiante en programme d'échange. C'est Erasmus à Sciences Po et normalement je fais des études de droit. Et notre débat t'a fait réfléchir à une question que tu voulais poser à nos invités. Ah oui, maintenant nous avons déjà surmonté beaucoup de crises. Par exemple la crise de la Grèce ou après les attentats. Probablement je suis trop idéaliste, mais bien que toutes les crises soient un danger pour l'Europe, l'Union européenne, c'est aussi une grande chance pour traverser d'une époque de la transition à une Europe probablement aux États-Unis de l'Europe. Les États-Unis d'Europe, voilà, bien sûr. Ah, tu as vu un peu cette amitié franco-allemande. Bravo. J'ai envie de lui prendre la main. Donne-moi la main. Niveau de français. Nous sommes François Mitterrand et Helmut Kohl. Nous sommes un ensemble. couple binational, c'est très très beau. Justement, pour revenir sur cette question, est-ce que l'Europe a fait naître la crise ou l'Europe va savoir dépasser la crise? Je ne sais pas, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des crises partout dans le monde, qu'il y a des continents où il y a des pays qui sont bien plus en crise que nous, et que finalement l'unité européenne a résisté à beaucoup de crises. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut corriger. Je pense que l'union économique et monétaire ne fonctionne pas bien et il faut avoir un vrai pilotage politique, un vrai budget pour la zone euro, une dimension sociale bien plus forte. Et ça, je suis convaincu qu'on peut le faire et que ça doit être porté à la fois au niveau national et au niveau européen. Je pense qu'il y a au niveau européen quand même un éloignement des jeunes générations par rapport au projet européen, qui sont liés aussi au fait qu'ils n'ont pas vécu ce qui s'est passé, on ne peut pas leur reprocher. Mais il faut aussi. C'est comme ça que vous expliquez l'euroscepticisme. Non, il n'y a pas que ça. Parce qu'on qui voit revient, partout. qui grandit peut-être. Le populisme, on le voit partout. On le voit aux États-Unis, on le voit en Russie, on le voit dans le monde entier. Et donc on est dans une période populiste. Et c'est pas la faute de l'Europe si le monde est populiste. Donc là, il faut faire très attention. Il faut pas. Il y a des choses qu'on n'a pas fait et qui ont sans doute facilité le populisme entre les Européens. On aurait dû intégrer bien mieux les pays d'Europe de l'Est et on aurait dû approfondir nous-mêmes notre propre intégration avant. Mais en même temps, je me dis, je préfère les avoir avec nous qu'à l'extérieur parce qu'on voit que tous les pays qui sont à l'extérieur sont des zones d'instabilité où les droits de l'homme, où les mafias dominent. Un tout petit mot de conclusion sur cette culture européenne, cet esprit européen. Moi, je pense qu'on peut construire un avenir européen à condition de remettre au cœur du projet européen la question du développement humain, du progrès de tous et de la solidarité. Et je pense que pour ça, il va falloir changer sérieusement des logiques. Et l'argument de Guillaume de dire c'est moins bien ailleurs ne marchera pas parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Europe est une grande zone de chômage et de précarité, d'inégalité. Donc le problème se pose dans l'Europe et il faut qu'on s'y attaque tous ensemble. Je suis d'accord. En n'ayant pas peur de l'audace de changer ce projet qui a apporté des choses, mais qui aujourd'hui est en crise profonde. Si on ne regarde pas en face cette crise et qu'on ne change pas, là, on va vers des choses qui sont inquiétantes. Si on veut surmonter ces crises-là, comme disait la jeune femme qui a parlé tout à l'heure, eh bien, il faut avoir l'audace de changer vraiment les règles de la construction européenne actuelle. C'est noté. Évidemment, dans Flash Talk, c'est le public qui prend la parole. J'ai une question. Monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. En fait, à chaque fois, vous parlez de changer tous ensemble, etc. Et tout. Et moi, j'ai l'impression que les politiciens, vous tous, vous en battez les couilles, en fait. Quoi. Non, mais... J'en ai pas de couilles, donc... Non, ce que je veux dire, c'est que... moi, je m'appelle Bounaïmin. Comme vous le voyez, je suis d'origine bordelaise. Et il y a plein de gens qui viennent me voir et me disant mais t'es chinois, tu peux pas parler de la démocratie en France comme ça. Et je suis pas chinois, je suis d'origine chinoise. Je suis français, j'ai le droit de vote. Et aujourd'hui, la démocratie, moi, l'étymologie de la démocratie, c'est pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas le pouvoir, en fait. Moi, je suis un citoyen français. Tout le monde me dit, mais en Chine, vous n'avez pas le droit de vote. En France, on est mort pour avoir le droit de vote. Mais en Chine, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont 1,4 milliard. Le temps de compter toutes les voix, il y a un nouveau président, vraiment. Et puis ils ont légalisé le deuxième enfant il y a 3 mois. Là, ils doivent être 4-5 milliards aujourd'hui. C'est juste qu'ils savent qu'ils sont dans une dictature. Dans une dictature, c'est ferme ta gueule. Et aujourd'hui, dans la démocratie française, en fait, j'ai l'impression que c'est parle toujours mon huc est malade. Parle à mon cul, il y a un écho de ouf. Non, mais moi, je vous dis ça parce que
on parle de l'Europe. Il y a 10 ans, moi, la dernière fois que je suis allé voter, c'était en 2005. C'était un référendum, là. On nous a tous demandé oui ou non. C'était une question simple. Oui ou non, on change la Constitution. Moi, je me suis levé un dimanche, je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne. Et 54,8% de la population, on a dit non, et on est allé quand même. J'ai l'impression, en fait, que ce non-là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Aujourd'hui, c'est la rue qui doit parler, et ça me saoule, en fait. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on peut faire du bruit pour celui qu'on appelle Chinois Marrant. On le retrouve au théâtre L'Apollo à Paris, le jeudi, le vendredi, le samedi. Ce monsieur s'appelle Bunaimin. Et pour le coup, il est humoriste. Il est venu participer à Flash Talk. Et c'est vrai qu'il en a profité pour porter des choses. Et c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on viendra vous voir au théâtre. C'est aussi la première fois que je vais à l'université. Donc je suis vraiment content. C'est bien. Ça se passe au théâtre L'Apollo. Je le dis parce que j'ai vraiment très envie d'aller voir ce spectacle, peut-être avec vous. Oui. Jeudi, vendredi, samedi. C'est complet, hein, donc on va pas y aller tout de suite. Flash Talk, c'est malheureusement déjà terminé. Mais si. Mais si, c'est la fin. Ça passe bien trop vite. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé à ce débat, c'était passionnant, merci beaucoup. Merci à tout le public d'avoir été aussi présent, d'avoir posé des questions intelligentes. Vraiment, merci beaucoup. Un grand merci à la Cité internationale universitaire de Paris de nous avoir ouvert ses portes. Merci aussi à vous toutes et à vous tous qui agitez la toile, évidemment, avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Laurence, je terminerai là-dessus. Est-ce que l'Europe n'est pas étouffée par elle-même et surtout sa bureaucratie galopante et ses avantages? Le débat continue. Juste après l'émission, hashtag FlashTalk. On remercie nos partenaires, Move et l'étudiant, et puis on se dit à bientôt. On se retrouve dans 15 jours sur François et LCP. Merci à toutes et à tous, salut. Ciao. Merci beaucoup.